qu'on démarre par une présentation de ton parcours et de ce qui t'a amené à travailler sur ce projet. Ouais, alors moi je suis diplômée du Schema, donc là je suis retour de l'autre côté, donc j'étais à vos places. En 2012, donc diplômée du Schema en marketing, j'ai eu 2 belles expériences dans une entreprise, grande boîte de la région, au service achat et en ressources humaines. Donc mon diplôme en poche en 2012. Je me dis bon ok, faut que je cherche du boulot, mais j'avais un gros problème, c'est que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc ça c'était un problème qui était récurrent chez moi, que j'avais depuis quand même le plus jeune âge. Mais par contre je savais dans quel environnement j'avais envie de travailler. Enfin, moi je suis une personne qui est très créative, qui a besoin d'imaginer et qui a bien envie de faire les choses un peu différemment. Donc c'est ce que je recherchais dans cette entreprise, cette future entreprise qui allait m'accepter. J'ai rencontré Franck qui est là-bas. Je vais te le dire. Tu ne passeras pas inaperçu aujourd'hui. En 2012, en fait, via mon réseau, donc juste après mon diplôme, je l'ai rencontré. Et là, il me présente sa boîte. Donc, société de conseil en management et solutions informatiques. Donc, je me dis, bon, ok, je sais pas du tout ce que c'était et ce que ça faisait. Il m'explique sa boîte, il m'explique sa vision, son ambition. Donc, c'est une SS2I, mais il avait l'ambition de faire les choses différemment. C'est-à-dire que sur Sophie Antipolis, je pense que vous connaissez quand même pas mal l'environnement assez compétitif de ce type d'entreprise. Et il avait envie de remettre le collaborateur au centre de son entreprise et justement recréer un peu les règles de la SS2I et la faire différemment. Alors ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu parce que je voyais les opportunités qu'il y avait aussi pour moi et cette volonté, cette ambition qu'il avait. Et puis aussi, il m'a fait super confiance parce qu'il m'avait quand même proposé un poste en recrutement, un truc que j'avais jamais fait de ma vie, donc je me suis dit waouh, il me fait quand même pas mal confiance. Donc ces 2 éléments m'ont convaincu à signer et aujourd'hui ça fait 4 ans que j'y suis. Donc je suis business partner là-bas, alors je ne fais plus que du recrutement, je fais aussi des ressources humaines, je fais de la com, je fais du marketing, je fais du développement commercial. Donc mon titre de business partner, j'ai dû le trouver parce qu'à un moment il faut quand même avoir un titre, mais c'est vrai qu'il ne se limite pas uniquement à la partie commerciale aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, je suis là pour vous présenter donc, le projet quand même MyEpsilon, qui est le projet d'entreprise libérée qu'on a entrepris il y a 1 an et demi à peu près, enfin la réflexion a commencé il y a 1 an et demi à peu près, et voilà. Alors comment a commencé l'histoire de la libération d'Epsilon ? Comment vous êtes rentré dans cette aventure ? Et pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Ouais, ça c'est une bonne question. On y est rentré parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a quelque chose qui a déclenché cette volonté de le faire chez nous à un moment donné. On a eu une vague de départ qu'on a eu du mal à accepter. Alors quand je dis on, je parle de Franck, moi et de Pierre, qui est là-bas aussi, que je l'ai pas envie de jouer également. C'était notre décision à tous les trois. Il y a eu une vague de départ. Alors, on n'accepte jamais une vague de départ, de 2-3 départs comme ça qui sont mais c'est des personnes qui nous disaient le projet d'entreprise, il est génial. Votre boîte, elle est vraiment belle, continuez, mais j'y trouve pas ma place. Et ça, c'est le truc le plus frustrant qu'on peut avoir quand on sait qu'en plus, l'idée initiale qu'on avait, c'était justement de mettre le collaborateur au centre de l'entreprise. Donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on change quelque chose. Donc, on transforme la boîte. Le commerce, ça se passait bien. Le recrutement, ça se passait bien aussi. Donc, on s'est dit, c'est sur l'organisation qu'il faut faire quelque chose. Alors, on entendait parler d'entreprise libérée, c'était quelque chose dont on entendait parler depuis un bon bout de temps, déjà, même 2 années, je dirais, 1 an et demi, 2 ans, on entendait parler. On connaissait d'autres dirigeants qui l'avaient un peu fait chez eux, et puis, mais on se disait, comme beaucoup, je pense, et comme chacun au début, on se dit, ça va jamais marcher chez nous, quoi. Nous, on avait un métier qui était quand même spécial, on ne voyait pas nos collaborateurs, on a du mal à communiquer, à collaborer avec eux. On s'est dit, l'entreprise libérée, on parle dans un truc, si on parle là-dedans, on parle dans un truc, on va droit dans le mur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas partir sur un modèle d'entreprise libérée qui existe déjà, on va créer une autre. On va le faire, on va l'inventer. En fonction de notre métier, on connaissait bien nos collabs, on s'est dit, il y a forcément une solution qu'on peut trouver à cette organisation, et on va essayer de la trouver, cette solution. Et donc, notre objectif, tout à l'heure tu me demandais comment on l'a fait, on avait comme objectif de redonner le pouvoir de décision aux salariés. On voulait vraiment qu'ils puissent prendre les décisions eux-mêmes et qu'ils puissent justement être libres de faire ce choix-là et être maîtres un peu de leur évolution et que ça profite à l'entreprise également. Donc, par quoi vous avez commencé ? Alors, on a commencé donc, avec cet objectif-là. Donc déjà, le projet, on a trouvé le nom, le MyEpsilon, c'était justement pour le My, pour leur rendre l'entreprise.
et Epsilon, donc pour qu'il y ait le nom de l'entreprise. Et donc la façon dont on l'a fait, on est passé par 3 étapes. Parce que si on leur avait dit du jour au lendemain, c'est bon, vous avez le pouvoir, ça n'aurait jamais marché. Parce que le plus gros risque qu'on prenait quand même, c'était qu'il n'y ait aucune réaction. Donc on s'est dit, on va leur donner un cadre. Et donc ça, c'est un peu on a donné 3 grands axes pour mettre en place ce projet-là. Le premier, ça a été de se dire, il faut absolument qu'on arrive à identifier les personnes qui sont engagées dans l'entreprise. Mais on ne veut pas les choisir. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus être, toi tu vas être manager, tu vas être team leader, puis tu vas représenter la boîte. C'était plus ça, cette démarche qu'on avait. On voulait vraiment qu'ils puissent lever la main eux-mêmes et dire, moi, j'ai les valeurs de l'entreprise, je les porte et j'ai envie de les transmettre. Et ça, c'était sous le rôle d'influenceur. Donc ça, c'est la première étape qu'on a eue, et le premier cadre qu'on a mis, c'est de dire, voilà, vous avez la possibilité d'être influenceur, c'est à vous de choisir et c'est à vous de déclarer si vous êtes influenceur ou pas, et donc si vous avez envie de porter et de transmettre les valeurs de l'entreprise. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de se dire, ok, si on leur laisse comme ça le pouvoir du jour au lendemain, ils peuvent prendre toutes les décisions qui les concernent, il faut quand même un peu les guider, et il faut pas non plus qu'ils prennent les décisions seuls. On voulait qu'ils prennent les décisions en équipe, et on voulait créer de l'intelligence collective. Donc, la façon de le faire, ça a été de leur dire, vous allez créer des groupes de décision. Donc c'est vous qui allez choisir, c'est plus non plus nous qui allons vous imposer un manager ou un team leader, c'est vous qui allez choisir 2 personnes dans l'entreprise qui sont justement des influenceurs. Vous allez en choisir 2 et vous allez prendre toutes les décisions qui vous concernent avec ces 2 personnes-là. Et les seules limites qu'on a mises à ça, parce que évidemment quand on lâche ça, on se dit bon, ça va partir un peu dans tous les sens, donc on a mis quand même 2 limites, on leur a dit toutes les décisions que vous allez prendre vont être acceptées dans la limite où l'entreprise reste pérenne et que le client reste satisfait. Donc ils pouvaient prendre toutes les décisions qui les concernaient, que ce soit sur leur augmentation de salaire, que ce soit sur leur formation, sur leur besoin de changer de clients, leurs idées de développement, de projets, etc. Chaque décision était prise à partir du moment où ces 2 limites étaient respectées. Et le troisième point, qui est le plus important, et je pense sans celui-ci, je ne serais pas là aujourd'hui, parce qu'il n'y aurait pas on n'aurait pas continué, c'est l'outil. Ça a été super important de s'outiller. Sans ça, on l'aurait, je dis encore, je ne serais pas là, je pense, parce que c'était super important. On n'avait pas du tout d'outils de communication avec les collabs, donc c'était un peu ça d'ailleurs qui pêchait. Mais on ne voulait pas mettre un intranet pour dire de mettre un intranet comme tout le monde, quoi, parce que c'est de l'information top-down, ils la lisent, on ne sait même pas s'ils lisent ou ils ouvrent les newsletters. Donc, on s'est orienté vers une solution qui était, qu'on appelle un RSE, un réseau social d'entreprise, et vers une solution qui allait permettre de rassembler tout le monde à un seul et même endroit, pour leur permettre de communiquer, de collaborer ensemble, et donc de prendre les décisions ensemble. Donc ça a été un outil sur lequel on a travaillé 2-3 mois avant l'annonce du projet, pour qu'ils puissent justement avoir tous les éléments et toutes les applications nécessaires au support de ce projet-là. Il faut rappeler que les consultants sont chez le client. Voilà. C'est le principe d'une société de service, c'est que la plupart de nos consultants, alors on en a certains en interne, mais la plupart sont quand même chez les clients. Donc il y a quand même un gros problème de communication, de suivi, et donc provoquer aussi de la collaboration et du travail ensemble qui est super difficile. Donc cet outil a été vraiment le support et le noyau du projet. Et du coup, en termes de résultats, le premier résultat, qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce que vous avez constaté des points de blocage ou des freins? Ouais, il y a eu des blocages, mais bon, qu'on avait anticipé. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un système qui ne fonctionne pas pour tout le monde. Hein. Donc il y a eu des personnes qui partaient du principe que c'était pas fait pour eux. Hein. C'était pas quelque chose qui était fait pour eux. Il y en a une qui nous dit c'est même de la com et du marketing simplement, alors que la démarche était sincère. Donc c'était des choses qu'on avait anticipées, mais qui finalement, nous en tout cas, ne nous ont pas bloqués dans le déroulement du projet, parce qu'aujourd'hui ça marche encore super bien et on le fait évoluer en plus. Donc c'était vraiment quelque chose qu'on avait, ça on l'avait bien anticipé et on le savait, on était parti en toute conscience, savoir qu'on allait avoir des personnes qui allaient être un peu réticentes à ça. Et voilà. Et en termes de résultats positifs, qu'est-ce que vous avez constaté? Alors, il y a eu, on voulait provoquer, pour avoir du résultat tout de suite, on voulait provoquer l'action et de la réaction à partir du moment où on l'a annoncé. Parce qu'il faut savoir que quand on a annoncé MyEpsilon, on l'a fait, c'était il y a 1 an à peu près, je crois même jour pour jour, c'était vraiment début octobre. On l'a annoncé à tout le monde, donc on les a rassemblés, on l'a annoncé, on a dit voilà, on va vous expliquer aujourd'hui comment va fonctionner l'entreprise.
Et on a expliqué exactement ce que je viens de vous dire sur le cadre qu'on mettait. Mais on l'a fait en partant, pour être sûr que ça fonctionne et avoir du résultat tout de suite, on l'a fait en partant de cas d'usage du quotidien, voire mensuel, que les collaborateurs ils avaient. Donc il y avait une réelle attente là-dessus et on savait qu'on allait avoir des réactions en partant de cas d'usage. Alors, je peux vous en donner au moins 3 cas d'usage qui sont par catégorie. Donc un premier, c'était plutôt sur la gestion administrative, donc typiquement les congés payés. On a dit du jour au lendemain à la radio, en fait, les congés payés, on a quand même une prise de conscience, ça veut dire, on a mis un système en place de validation de congés payés, sachant que dans une SS2I, un collaborateur, en fait, à partir du moment où il prend ses congés, il a demandé forcément à son client s'il pouvait les prendre, donc il a été voir si sur son projet ça pouvait coïncider, sa prise de congés payés. Il revenait vers nous, et nous, il nous faisait une demande de congés payés écrite qu'on allait valider, mais nous, en fait, on la refusait jamais, cette demande de congés payés, parce qu'on savait très bien qu'il avait été voir le client. Et nous, tout ce qu'on lui demandait, c'était que le client soit d'accord avec ta prise de congés payés. Donc cette couche de validation en interne, on l'a enlevée. Ça paraît super simple et évident, hein, mais c'était quand même quelque chose qui était récurrent et qu'on avait tous les mois. Et ça, en fait, on leur a donné ce cas d'usage-là, qui a permis en fait que directement dans l'outil, ça a enclenché une action dès le lendemain, parce qu'à partir du moment où on dit voilà, c'est à vous de décider pour vos congés payés, vous êtes responsable et on vous fait confiance, ça a été super facile. Après, le deuxième cas, et qui est souvent demandé, parce que c'est pas la première fois qu'on intervient comme ça, c'est les entretiens annuels, comment ça se passe. Parce que tout à l'heure, je vous disais justement qu'ils avaient le pouvoir de décision un peu sur leur augmentation de salaire, qui est super tabou, un peu ici en France quand même, sur l'évolution dans l'entreprise, etc. Et ça, c'est quelque chose... alors, on avait quand même bien fait les choses, parce qu'évidemment, on avait lancé le projet en octobre, période d'entretien annuel de novembre à janvier. Donc, on savait que ça allait provoquer, encore une fois, de la réaction et qu'il y avait une attente aussi de leur part sur ce sujet-là. Donc, quand on a lancé les choses, ils se sont tout de suite mis dans l'outil à se déclarer influenceurs, à faire leurs petites équipes pour prendre des décisions, et puis à se trouver aussi la date à laquelle ils avaient envie de faire leur entretien annuel, et à commencer à poser des questions, à nous demander des informations sur justement comment je vais prendre les meilleures décisions pendant mon entretien annuel, est-ce qu'on peut avoir des chiffres sur l'entreprise pour justement prendre des décisions sur mon salaire, typiquement, ou est-ce qu'on peut avoir commercialement comment ça se passe, est-ce qu'il y a d'autres postes, etc. Donc ils ont commencé à pas mal nous poser de questions pour justement préparer leur entretien annuel et que pendant ces entretiens-là, ils puissent prendre les meilleures décisions possibles à 3, parce que si la condition, il fallait que chaque personne puisse convaincre les 2 autres, parce que les décisions qui étaient prises étaient valides uniquement quand les 2 autres personnes aussi étaient d'accord avec vous. Donc il fallait avoir les clés, les billes pour les convaincre. Et donc ça a provoqué pendant 3-4 mois un engouement, c'était assez impressionnant, et c'est vraiment ça qui nous a permis en tout cas de mettre la machine en marche et de permettre à ce qu'il y ait des personnes qui se déclarent influenceurs et qui créent aussi de la collaboration sur cet outil. Et le troisième et dernier point, parce que j'ai dit qu'il y en avait 3, il est venu plus tard, où en fait, donc, je disais, il y avait la période d'entretien annuel qui a super bien fonctionné, mais juste après, on a eu quand même un moment un peu de flottement, parce que justement, tout le monde avait pris ses décisions qui le concernaient lui-même, sur son évolution, etc. dans l'entreprise. On s'est dit, le problème, c'est que nous, on n'avait pas, Projet MyEpsilon, c'était pas uniquement le côté RH, le côté moi, mon évolution, etc. Il fallait que ça aille plus loin. On voulait vraiment que ça aille plus loin, on voulait qu'ils construisent l'entreprise avec nous. Et donc, il a fallu leur donner une identité à l'entreprise, et surtout donner une identité à chacun pour qu'ils puissent se reconnaître, mais qu'ils aient la seule et même identité chacun. Et c'est là où, en fait, Franck avait été à la Fabrique du Changement au mois de mai, je crois, jusqu'à avril-mai, je pense, ouais. Et il est revenu en me disant regarde ce que c'est les hackers sur Internet. Alors, je me suis dit ok, je fais Google, j'étais voir ce que c'était les hackers sur Internet, et c'est un mouvement en fait de personnes qui veulent simplement bouger, changer le monde de l'entreprise, qui veulent du bien à l'entreprise et qui ont vraiment cet état d'esprit de vouloir le changer, ce monde de l'entreprise, de vouloir le faire évoluer, et qui ont conscience aussi qu'aujourd'hui on ne peut plus travailler comme on travaillait il y a 5 ans, voire il y a 10 ans. Tout à l'heure, on parlait de génération, etc. Enfin, il y a quand même un mouvement qui se met en place. Et puis ces personnes-là, elles ont vraiment une identité qui est assez forte, parce que c'est des personnes qui ont, comme nous, et c'est pour ça qu'on l'a repris un peu ce terme de hacker, qui ont comme nous envie de faire les choses un peu différemment.
Et donc j'ai redonné une identité à l'entreprise. Donc aujourd'hui, si vous allez sur notre site, vous allez voir un peu les termes justement de hacker, de corporate hacking qui ressortent un petit peu. Mais en fait, cette identité a permis à certains de nos collabs de voir qu'ils pouvaient aller au-delà de juste leur propre évolution dans l'entreprise et leur entretien annuel, typiquement. Ils pouvaient vraiment y participer à cette entreprise, créer du projet, développer l'offre même de l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus une société, donc tout à l'heure je disais, de conseil en management des solutions informatiques, on est une société de conseil en digital et en innovation, et ça, il y a quelques mois, c'était pas le cas. C'était des choses qu'on faisait, et c'était pas le cœur de notre offre. Aujourd'hui, c'est le cœur de notre offre, parce qu'en fait, il y a des personnes qui se sont déclarées et qui ont justement levé la main et qui ont dit, mais en fait, moi, du digital, j'en fais. Elle sait qui je parle, elle est là-bas. Et du digital, j'en fais. Mais j'ai envie d'aller plus loin, j'ai pas envie d'en faire que pour un client ou sur un seul secteur ou une seule activité, j'ai envie d'en faire plus. Et elle avait plein d'idées, alors il n'y a pas qu'elle, il y a eu aussi d'autres personnes qui avaient beaucoup d'idées, et on a construit en fait aujourd'hui l'offre de l'entreprise sur leurs idées et sur leurs projets et sur leurs convictions et leurs envies. C'est pour ça que maintenant vous parlez plutôt de corporate hacking, plutôt que d'entreprise libérée. Exactement. Le terme entreprise libérée, on l'a utilisé au début. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont derrière le terme d'entreprise libérée, et ça nous correspond sur certains aspects. Je pense surtout sur l'aspect peut-être de gestion plutôt RH, je dirais, où c'est vrai que la façon de travailler est assez libre. Mais aujourd'hui, nous, on voulait aller plus loin, et on va plus loin, et c'est pour ça qu'on s'apparente plus à des hackers qu'à une entreprise libérée. L'entreprise libérée, c'est uniquement sur l'organisation. Aujourd'hui, ce changement touche toute l'entreprise. Alors, toute l'entreprise en interne, mais je crois aussi, parce que c'est le sujet dont on a discuté ensemble, que maintenant ça commence aussi un peu à contaminer presque la façon dont vous travaillez avec vos clients. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment en fait ça déborde les frontières de l'entreprise. Ouais, c'est exactement, c'est ce que je disais aujourd'hui, ça ne concerne plus uniquement l'organisation. La relation client a complètement changé. C'est-à-dire que c'était quelque chose dont on ne s'y attendait pas du tout. C'est venu encore une fois, il y a quelques mois, parce que plus on avance et plus il y a des choses qui changent, et on se rend compte aussi qu'il faut aller plus loin. Que si on va jusqu'au bout de nos convictions, et si on est sincère jusqu'au bout dans la démarche qu'on est en train d'entreprendre, on ne peut plus travailler de la même façon avec nos clients. On va chercher des clients pour qui, justement, les valeurs qu'on va mettre dans notre travail vont être importantes. Des clients qui vont aller chercher des entreprises qui, justement, ont cet état d'esprit de hacker, ont cette envie de changer les choses et de bousculer un peu le monde de l'entreprise. Et c'est là où la relation client a pas mal changé et évolué. Alors aujourd'hui, avec les clients qu'on a actuellement et même qu'on avait auparavant, on continue à travailler avec eux, mais notre approche est différente. Et puis après, on arrive aussi à toucher d'autres types de clients que jamais, je pense, on aurait touché si on était resté une SS2I comme les autres, si je peux dire. Et c'est vraiment, cette relation client a vraiment évolué, et elle continue encore. Là, aujourd'hui, je vous en parle très brièvement parce qu'on est en plein dedans, et c'est pas encore quelque chose qui est mûr du tout. C'est en train d'évoluer et en train de changer actuellement. C'est un process jamais réellement terminé, en fait, non. La libération. Non, on le pense. Quand on s'est lancé il y a un an, on avait quand même des petits objectifs à court, moyen terme, mais en fait, plus on avance et plus on a envie d'aller loin aussi, parce qu'on voit aussi l'engouement que ça provoque, déjà rien qu'ici, quand on voit le nombre de personnes qui sont présentes aujourd'hui, et puis après en interne aussi, quand on voit l'adhésion des personnes qu'on n'aurait jamais imaginées aussi, nous, qu'on n'avait pas du tout identifié comme ayant des idées et comme ayant la volonté de développer l'entreprise avec nous. Et ça nous motive et ça nous pousse à aller beaucoup plus loin de jour en jour, et même de trimestre en trimestre, on change tout le temps, on fait que évoluer l'entreprise. Okay. Alors peut-être une dernière question, parce que je vois le temps qui toi, ton vécu perso de ce phénomène de libération, quel chemin tu as l'impression d'avoir parcouru? Un long chemin, long, je sais pas, mais parce qu'il y a encore je me dis c'est pas fini. C'est un long chemin. En fait, moi, je suis d'autant plus fière et contente, en tout cas, d'en faire partie, parce que c'est, comme je vous ai expliqué au début, c'était vraiment ce que je cherchais dans une entreprise. Moi, c'était assez clair et
assez précis, hein, ce que je cherchais chez Epsilon, et c'est ce pourquoi j'étais rentrée initialement. Mais en fait, là où je suis vraiment contente, en tout cas, du chemin parcouru, c'est que j'ai l'impression d'avoir été plus loin dans ce projet-là, c'est-à-dire d'avoir vraiment accompagné une équipe et accompagné des personnes en interne sur justement essayer de voir l'entreprise un peu différemment et de les faire rentrer en fait dans mon monde et dans ma façon de travailler, dans ma façon de voir les choses et dans aussi la vision que j'ai pour le futur du monde de l'entreprise en général et pas que pour Epsilon. Donc ça a été, en tout cas pour moi, je suis super contente d'en faire partie. Et de le faire aussi avec l'équipe, parce que je suis pas toute seule à le faire. Hein. Aujourd'hui, je m'occupe pas mal quand même de la partie accompagnement en interne, mais je suis pas seule à le faire. On est quand même une équipe à travailler là-dessus quotidiennement, sur ce projet-là, à se poser toutes ces questions. Mais je pense que la plus grande réussite, c'est de voir en interne, avoir découvert des nouvelles personnes. Et puis sur l'extérieur, c'est de voir aussi les personnes qui nous posent plein de questions et qui ont un intérêt aussi pour notre projet et pour ce qu'on est en train de faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Très très simplement dire que c'est un grand bonheur de pouvoir assister à cette conférence, de voir Yasmine en parler mieux que je ne pourrais. Je pense qu'elle a pris... c'est un élément important parce que Sophie parlait tout à l'heure du leader libérateur et de toutes ses vertus. J'ai trouvé ça super, merci. Mais plus sérieusement, c'est vrai que c'est pas simple d'une part de lâcher prise et d'autre part, pour pouvoir le faire, je pense qu'il faut être bien entouré. C'est mon cas. Pour pouvoir le faire aussi et que le projet marche, c'est pratiquement impossible en fait d'être l'ancien, le fondateur d'entreprise, le patron, et puis de devenir comme ça l'artisan du changement. Et donc il a fallu que ce changement soit incarné un peu par d'autres personnes que moi pour qu'il fonctionne. Et en l'occurrence, merci Yasmine, parce que elle est en très grande partie à la manœuvre sur ce sujet, avec Pierre également qui est là-bas. Et peut-être je te passerai le micro si tu veux témoigner. Mais voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. Et puis, je vais plutôt laisser la parole à ceux qui peut-être veulent poser des questions. Il faut absolument avoir des personnes et d'être bien entouré. C'est super important. S'assurer d'avoir des personnes qui sont bienveillantes autour de soi et qui vont aussi vous aider à porter et à aller jusqu'au bout de vos idées. Et soit c'est en interne qu'on les trouve, donc là pour le coup, nous c'est ce qui s'est passé. Soit c'est en externe, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Nous on a été, de par nos témoignages, etc., c'est vrai qu'on finit par finalement accompagner et aider des entreprises de la région même sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet quand même au bout d'un an et demi qu'on commence à, je ne vais pas maîtriser, mais en tout cas qu'on commence à connaître. Et puis en plus, c'est un plaisir de pouvoir le faire sur d'autres secteurs aussi parfois, qu'on connaît peut-être un peu moins. Mais surtout, faut pas le faire seul, et quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais après, moi je reste convaincue que toutes les entreprises et toute taille d'entreprise peut y arriver. Mais ça dépend à quel niveau. Il ne faut pas se lancer dans une libération totale. Nous, c'est pas du tout ce qu'on a fait en plus, c'était pas le projet initial. Il faut chacun le faire à son rythme et à son niveau. Et voilà. Pour être tout à fait franche, on n'a pas. C'était un truc qu'on n'avait pas. On avait fait confiance, quoi. Les premiers en fait, comme on ne savait pas trop comment ça allait marcher, c'était difficile de se donner un objectif financier et de se dire, voilà, on veut que ça reste stable, on veut que ça augmente ou quoi. Donc on a été plutôt à tatillon, à dire, bon, on va le lancer, puis on va voir ce que ça va donner, quoi. Donc, et aujourd'hui, nous, les seules pertes qu'on a eues, c'est des pertes humaines. Faut pas voir. C'est horrible ce que je viens de dire. Mais sur les ça ne pas censé. Non, ça ne tue personne, je dirais sans truc. C'est plutôt des personnes qui sont parties. Donc je sais pas, pour vous c'est pas un aspect financier, du coup c'est plutôt humain, ou c'est là où c'est sûr que ces personnes, de les voir partir, ça fait jamais plaisir, mais après c'était pour
bien-être du projet et pour que ça puisse continuer. Mais après, sur l'aspect financier, les objectifs, etc. Après, je pense qu'on est une entreprise, on n'a jamais fonctionné vraiment avec des objectifs bien clairs ou quoi. On fonctionne vraiment, et c'est ce qui fait aussi notre chose, c'est plutôt ce qu'on a envie de faire et ce qu'on est convaincu aussi ce qui va marcher. Donc voilà. Après, mais c'est la particularité de notre entreprise. Ça peut marcher tout